d'action mondiale nommée Forbidden Stories a repris ses enquêtes. France Télévisions s'associe à leur travail. Liliane Coyan, Arthur Duva et Paloma Dej. Ce que nous voyons n'est qu'apparence. L'art ne reproduit pas le visible, mais le rend visible. Une fenêtre ouverte sur le monde. Penché sur son autoportrait, un jeune homme tourne le dos à la lumière. Paul Klee est avant tout dessinateur. Il est en quête d'un langage qui bousculerait l'ordre établi. Hanté par la couleur, il cherche ce passage qui irait du dessin à la peinture. « 1900. L'Allemagne est à son apogée culturel. Paul Klee a 21 ans. Allemand par son père, suisse par sa mère, il a quitté Berne pour étudier les beaux-arts à Munich. Une ville en pleine effervescence qui attire de nombreux artistes et intellectuels. Doué pour la peinture, l'écriture et la musique, il hésite entre ces trois disciplines. Il ne sait pas encore qu'il deviendra l'un des peintres majeurs du XXe siècle. Réflexion sur l'art du portrait. Plus d'un ignorera la vérité de mon miroir. Mon affaire n'est pas de réfléchir la surface comme le fait la plaque photographique, mais de pénétrer dans l'intérieur. Le héros est laid. Né avec une seule aile, un personnage cloué au sol par son infirmité n'en persévère pas moins à prendre son envol. Un ange inachevé qui reviendra souvent le visiter. Une allégorie qui illustre la condition humaine, partagée entre ciel et terre, entre tragique et comique. On pourrait dire du comique que le masque qui signifierait l'art, et que derrière l'art se cacherait l'homme. Au printemps, j'établis le programme suivant. En premier lieu, l'art de la vie. Comme profession idéale, l'art poétique et la philosophie. Comme profession réaliste, l'art plastique. Enfin, à défaut d'une rente, l'art du dessin. Son dessin est précis, méticuleux, entièrement contrôlé. Son raffinement s'inscrit dans la grande tradition graphique allemande. Dürer, Cranach, Grünewald. À Munich, le jeune Klee se lie avec le Cavalier Bleu, groupe d'avant-garde allemand qui réunit des peintres tels que Franz Marc, Kubin, Macke et surtout Kandinsky, qui deviendra un ami proche. Kandinsky était beaucoup plus avancé que moi dans son évolution. J'aurais pu être son élève, et il l'était d'une certaine façon puisque l'un ou l'autre de ses propos pouvait parfois éclairer ma recherche de façon positive et encourageante. Dans le même temps, il tient un journal. Souvenirs d'enfance, de rêves, premiers émois sensuels, réflexions sur la peinture et la musique, récits de voyage.
il s'occupe aussi de son foyer. Il vient d'épouser Lily, jeune professeure de piano. Félix, leur fils, occupe son temps et son esprit. Et quand Lily avance l'idée de donner davantage de cours pour faire vivre la famille, il proteste. Et qui s'occupera du ménage? Moi? Impossible. Je dois travailler. Je ne peux pas y consacrer tout mon temps. Il le fera pourtant. Dans ses moments perdus, pour distraire Félix, il crée même un théâtre de marionnettes. Ces figurines reflètent son monde imaginaire et lui permettent de parodier le monde des adultes. Le poète couronné, le barbier de Bagdad, le nationaliste allemand, Monsieur Lamort. Félix Clé se souvient. Mon père créa quelques 50 figures. Les têtes, il les façonnait en plâtre ou dans d'autres matériaux. Boîtes d'allumettes, prises électriques, bois, os de bœuf et papier mâché. Lui-même se met en scène, en créant une marionnette à son image. Retour à l'atelier. Contrairement aux impressionnistes, la question de la couleur et de la lumière ne sont pas à l'ordre du jour. Commencer par assimiler la loi des contrastes, mettre au point le clair-obscur, atteindre l'idée de tonalité. En superposant des couches d'aquarelle noire, j'essaie maintenant de rendre la lumière le plus simplement, comme un déploiement d'énergie. De la sorte se forme une progression mathématique de clair-obscur. Mais peindre, je ne sais toujours pas, malgré la manière raffinée dont je sais doser la gradation du clair-obscur. Avril 1914. Après tant d'autres peintres, Clé est appelé par l'Orient. La Tunisie est cette porte lumineuse qui le mènera jusqu'à lui-même. Mardi 7 avril. Dans l'après-midi apparaît la côte africaine. Plus tard, nettement discernable, une montagne, au flanc de laquelle on voit poindre, selon un rythme rigoureux, la forme blanche des maisons. La fable se matérialise, encore lointaine, impalpable, mais toutefois nettement visible. Tunis, mercredi 8 avril 1914. La tête pleine des impressions nocturnes de la veille. L'art, la nature. Aussitôt à l'œuvre, j'ai peint une aquarelle dans le quartier arabe. Me suis attaqué à la synthèse de l'architecture de la cité et de l'architecture du tableau. Pas encore à l'état pur, mais effort plein de charme où se mêlent l'ambiance et l'euphorie du voyage. « 15 avril 1914. Pour nous préparer à dignement découvrir Kairouan, nous nous désaltérons dans un mariage arabe. Un extrait des 1001 nuits. Repas des plus réels et délicieux breuvages. Arôme ô combien pénétrant et enivrant à la fois. Pas d'impression isolée, mais un tout. Oui, ce pays me ressemble. L'une des dernières œuvres de ce voyage,
devant les portes de Kairouan. Peinte le 16 avril. Une révélation. L'ambiance me pénètre avec tant de douceur que, sans plus y mettre de zèle, monte en moi de plus en plus d'assurance. La couleur me possède. Point n'est besoin de chercher à la saisir, elle me possède, je le sais. Voilà le sens du moment heureux. La couleur et moi sommes un. Je suis peintre. De retour à Munich, il s'empresse de réaliser d'autres aquarelles. De mémoire, aux portes de l'abstraction. Comme la musique, pour laquelle il se destina un temps, la peinture est affaire de superposition, de rythme, d'équilibre et d'harmonie. L'aquarelle serait-elle la transition idéale entre figuration et abstraction? Un passage secret ouvert dans la transparence? Klee commence à être reconnu. Enthousiasmés par son travail novateur, les artistes qui enseignent au Bauhaus invitent Klee à les rejoindre. Fondée en 1919 à Weimar en Allemagne par l'architecte Walter Gropius, cette école révolutionnaire est d'abord un laboratoire de création. Son but ? Abattre les cloisonnements entre peinture, sculpture et architecture. Appliquer cette esthétique nouvelle à la vie quotidienne. Cet enseignement stimule Klee. Il s'intéresse particulièrement au jeu de l'équilibre. Je suis sur le point de tomber sur la gauche. Et je tends la main vers la droite pour chercher un point d'appui et ne pas perdre l'équilibre. Imaginons que cette action se répète à plusieurs reprises, de bas en haut. Sur la pierre de fondation, on place la pierre 1 qui dérange l'équilibre vers la gauche. C'est ensuite le tour de la pierre 2 qui crée une compensation vers la droite. Puis la pierre 3 qui rétablit l'axe vers la gauche, et ainsi de suite jusqu'à ce que la dernière pierre stabilise définitivement le rapport d'équilibre. Klee s'inspire des lois de la physique. Il les étudie, puis les transpose dans sa peinture. Équilibre chancelant. Petit drame de l'horizontale. L'échafaudage est en train de vaciller. Les bandes inclinées chancellent en direction des flèches et se retrouvent en équilibre par le jeu des contre-mouvements. Le sentiment de verticalité, qui est inné chez l'homme, correspond à une réalité vivante qui l'empêche de tomber. Dans certains cas, nous prolongeons l'horizontale comme le fait le funambule avec son balancier. Pour chacune de ces constructions, Klee invente une technique appropriée. D'abord, il dessine son personnage au crayon fin sur une feuille de papier. La main doit être portée par la ligne comme le funambule l'est par son fil. Il enduit ensuite à l'huile noire un calque lui permettant de reporter son dessin sur une feuille, créant sous le calque des taches énigmatiques, proches de celles d'un buvard.
Le trait n'est plus direct, mais transféré, enrichi d'accidents, d'imprévus. Il s'imprègne, s'imbibe des hasards liés au transfert. Des exercices d'équilibre et de mouvement apprennent à s'attacher à l'essentiel, à la fonction et non à l'impression extérieure. On apprend à reconnaître les forces sous-jacentes. On apprend la préhistoire du visible. De plus en plus, s'imposent à moi des parallèles entre la musique et l'art plastique. Et cependant, je n'arrive point à les analyser. Les deux arts sont certainement d'une nature temporelle. Issu d'une famille de mélomanes, Klee était lui-même musicien. Son fils Félix se rappelle. L'une des 3 pièces de notre petit appartement était réservée à la musique. Ma mère y donnait ses leçons de piano, et presque tous les soirs, Paul et Lily y jouaient des sonates. De la musique moderne ? Oh non, seulement Bach, Handel, Mozart, Beethoven et Schubert. Cette jeune fille, ma future épouse, ce fut de musicantes manières que je fis sa connaissance en automne 1899. Tous les matins, pour se préparer à peindre, il fait 1 heure de violon. Et dès qu'il se met au travail, son dessin devient comme dans une partition, la transcription d'une ligne mélodique. La musique est pour moi comme une bien-aimée ensorcelée. Une bien-aimée qui lui inspire plusieurs œuvres figuratives. Surgie d'un opéra de Mozart, la Fior di Leggi est le portrait imaginaire d'une cantatrice soprano qu'il admire. Des lignes s'accrochent entre elles par des notations musicales et révèlent le personnage. Une poupée articulée aux bras levés, presque une marionnette. Così fan tutte. Mais la musique lui inspire surtout des œuvres abstraites. Posée couche après couche, l'aquarelle génère des nuances qui s'enrichissent de leurs traces antérieures. Les formes et les couleurs s'interpénètrent. Klee peint comme un musicien, note après note, superposant les thèmes. Qu'il s'agisse de rythme, de mesure, de répétition, de variation ou de silence, c'est bien le temps qui prend place au centre de son œuvre. Dans d'autres compositions apparaissent des résonances, des intervalles, comme une division du temps. La peinture polyphonique est en ce sens supérieure à la musique que le temporel y est spatial et que la notion de simultanéité s'y révèle plus riche encore. Au Bauhaus, pour préparer ses cours,
Klee construit des mobiles en assemblant des baguettes flexibles, des bandes élastiques et des fils. Le corps enseignant réunit quelques-uns des peintres les plus marquants du siècle, parmi les maîtres du Bauhaus, Lionel Feininger, Vassili Kandinsky, l'ami qu'il retrouve, Oskar Schlemmer, Georg Moore. Klee y est chargé des cours théoriques de composition picturale. Cours du 13 février 1922. L'exercice aujourd'hui proposé est la combinaison des structures solides et fluides. Le résultat final doit être la composition rythmique entre le rigide et le délié. Nous avons donc deux figures symbolisées par un cercle et une droite. Comment faire pour que cette rencontre soit source de richesse? L'un de vous a répondu sous cette forme. En soi, cela pourrait signifier quelque chose. Une lampe montée sur pied, ou un vase renflé en son milieu, ou un balancier d'horloge, ou n'importe quel autre objet. La simple fusion en un objet ne peut constituer ici qu'une vulgaire solution de superposition. Aucun conflit organique entre le cercle et la droite, pas un brin d'esprit. Nous allons maintenant passer une latte sous un cul de bouteille, une lentille optique ou une boule de verre. Premier cas de figure, le cercle est plus fort que la droite. La droite sera déformée dès qu'elle entrera dans le cercle. Le cercle, lui, ne change pas. La victoire est celle du caractère fluide sur le solide. Deuxième cas de figure. La droite utilise sa force de pénétration la plus violente. Le cercle sera modifié par elle. C'est alors la droite qui prend le dessus. Enfin, les deux figures concourent, l'une et l'autre, à se modifier par un phénomène d'assimilation réciproque. Le cercle n'est plus un cercle, la droite n'est plus une droite. Je choisirai à chaque fois, selon l'esprit de la composition, l'un ou l'autre de ces motifs, et j'obtiendrai alors une mise en forme du combat ou de l'amitié. En 1927, afin de donner un visage à cette démonstration, Klee tente lui-même l'exercice. Il aura pour titre « Éclair physionomique ». Par cette œuvre, Klee pressent-il la cassure de l'histoire ? Imagine que tu es mort et qu'après de longues années d'inexistence, un coup d'œil sur la terre t'est miraculeusement accordé. Apercevant un simple réverbère au pied duquel un vieux chien lève la patte, tu ne pourras t'empêcher de sangloter d'émotion. Si Klee est avant tout peintre de la rêverie et de la poésie, il n'en est pas moins un artiste discipliné. Il travaille sans relâche, sur plusieurs toiles à la fois. Pour réussir ce que l'on entreprend, il est essentiel de ne jamais travailler en ayant d'avance à l'esprit une image finale. Il faut au contraire se consacrer entièrement à ce qui est en train de se peindre. Tout se résume en deux mots: volonté et discipline. Il passera son existence entre rêverie et classification. Poète, philosophe, me voilà de surcroît devenu bureaucrate du fait d'établir un long catalogue de ma production artistique.
Une classification qui distingue les œuvres réalisées d'après modèle de celles d'imagination, avec mention spéciale pour celles qu'il considère comme majeures et qu'il conservera. Il conçoit, peint et encadre ses toiles avec méthode. Si mes travaux suscitent parfois une impression de primitivité, cela s'explique par la discipline que je mets à restreindre les variations. C'est donc le contraire de la primitivité. Cézanne, voilà pour moi un maître propre à m'instruire beaucoup plus que Van Gogh. Klee associe la rigueur la plus austère à la fantaisie la plus libre. Pour donner un titre à ses œuvres, il tire de ses poèmes de jeunesse des expressions qui viennent enrichir l'image, comme un contrepoint. Par exemple, la machine à gazouiller. En regardant un arbre, poème de 1902. Les petits oiseaux sont enviables. Ils évitent de penser au tronc et aux racines, et satisfaits d'eux-mêmes se balancent toute la journée, agiles, et chantent aux extrémités ramifiées. Un certain feu jaillit et par la main se répand sur la feuille sous forme d'étincelle pour retourner à l'œil son lieu d'origine, sans doute plus loin encore. Mais prends garde, sans t'éloigner complètement de ce monde, ne laisse jamais cette étincelle s'éteindre. Lorsque le besoin s'en fait sentir, menez vos élèves dans la nature. Laissez-les en faire l'expérience, voir comment un bourgeon se forme, un arbre grandit, un papillon se déploie. Ils deviendront aussi riches et aussi déterminés que la nature. Car la contemplation est une révélation, un aperçu de l'atelier de Dieu. Là repose le mystère de la création. Marcheur infatigable, observateur minutieux des petites choses du monde qui l'environne, Klee sait que c'est dans le détail de leur fonctionnement qu'il trouvera ce qu'il cherche. Il ne va pas vers la nature comme un peintre va au motif. Il l'observe non pour la reproduire, mais pour en saisir l'essence. Autrefois, on peignait des choses que l'on pouvait voir sur terre, que l'on aimait voir ou que l'on aurait aimé voir. Aujourd'hui, la relativité du visible est devenue une évidence, et l'on s'accorde à n'y voir qu'un simple exemple particulier dans la totalité de l'univers. Pour Klee, les lois de la nature sont similaires à celles du processus de la création artistique. Le peintre évolue dans une époque où l'essor des sciences et des techniques repousse les limites de la perception, propose de nouvelles représentations du monde. L'accès à ce qui était jusqu'alors invisible devient possible. Il fait de ses découvertes la transposition artistique. Klee est en osmose avec la nature. Il l'aperçoit dans son mouvement. Dans une feuille d'arbre, par exemple, il observe les phénomènes de croissance les plus élémentaires, puis les transpose dans sa composition. Pour lui, une œuvre peut donc naître, se développer et s'organiser comme une plante. La
La croissance est un mouvement progressif de la matière sur une base qui ne bouge pas. Dans le domaine terrestre, le mouvement a besoin d'énergie. Il en va de même avec le trait, la ligne et les autres éléments de la création que sont la surface, le ton ou la couleur. C'est à un point très éloigné dans l'origine des choses que je me place. Là où je pense trouver des formules à la fois pour l'homme, la bête, la plante, le minéral, et pour les éléments, pour toutes les forces tourbillonnantes. Depuis ses aquarelles tunisiennes, Klee approfondit ses découvertes chromatiques à partir de structures en damier. On y retrouve aussi l'influence du Bauhaus, dans ce qu'il a de constructif et d'abstrait. Par de multiples variations, il ne cessera de les décliner. Les œuvres de Cézanne, de Picasso, de Braque, découvertes à Paris en 1912, l'avaient marqué. Plus décisive encore, sa visite dans l'atelier de Robert Delaunay, qui s'était éloigné du cubisme pour se consacrer à la couleur pure. Robert Delaunay a trouvé une solution radicale, saisissante. Ses tableaux sont entièrement abstraits, sans aucun motif figuratif connu, mais avec la couleur elle-même comme sujet. On est dirait animé d'une existence autonome, d'une respiration vivante. Pour Klee, l'influence de Delaunay sera déterminante. Mais comment passer du cercle chromatique au carré de l'échiquier ? D'abord, un fond noir, celui de l'espace. Son défi ? S'inscrire dans la référence originelle qu'est le noir et dans le même temps accrocher les couleurs entre elles. Un dialogue optique, une dialectique par laquelle chaque couleur se découvre une densité lumineuse déterminant sa surface. Pour Klee, pas de structure, rien que de la couleur. Chaque surface doit s'installer, défendre sa vérité, trouver sa juste place. Dans ce conflit entre luminosité et densité, quantité et qualité, il lui faudra trouver l'équilibre absolu des forces en présence. Question. Comment rééquilibrer deux couleurs en opposition ? Si un rouge pur pèse plus lourd qu'un rouge clair, on lui adjoindra forcément un rouge foncé. Ingres aurait, dit-on, organisé le repos. J'aimerais pour ma part organiser le mouvement. L'œil parcourt la surface à la manière d'un animal qui broute, comme s'il commençait par absorber en premier les valeurs qui l'attirent, puis, une fois qu'il les a digérées, passe à d'autres plus secondaires. Dans l'univers, le mouvement est la donnée essentielle, la base de tout devenir.
Montagne sacrée de Delphes, rendez-vous des musiciens et des poètes. Le Parnasse accueillait les Muses, Apollon et Dionysos. 30 ans auparavant, à l'occasion d'un voyage en Italie en 1902, il fut fortement impressionné par les mosaïques de Rome, de Naples et de Ravenne. « 1932. Ad Parnassum. Dans cette œuvre majeure, voit la clé au sommet de son cheminement vers la lumière et l'harmonie. L'invention technique est pour lui essentielle, stimulante. Chaque expérimentation ouvre de nouvelles portes. Points, lignes, surface, couleurs. Superposition, juxtaposition. C'est ainsi que je reviens au glacis. J'avais probablement y associé le fameux pointillisme. À la différence de Seurat, il ne cherche pas à restituer les phénomènes optiques de la lumière. Il s'agit plutôt, par la superposition, de créer un effet de profondeur, de rythme, de mouvement. Sur un fond coloré, il pose une touche blanche. Par-dessus, une touche grise ou de couleur. Touche par touche, il fait monter le jeu des transparences. Par la superposition de ces traces, il transmet à la toile toutes les étapes de son travail, tous les secrets de son geste. Il m'arrive parfois d'imaginer une œuvre de grande envergure qui couvrirait les domaines complets des éléments, de l'objet, du contenu et du style. Ça restera toujours un rêve, mais il est bon d'y croire de temps à autre. En art, on ne précipite jamais rien. Il faut toujours laisser l'œuvre s'épanouir à son rythme, et s'il lui arrive un jour de parvenir à maturité, alors tant mieux. Le 30 janvier 1933, ma chère Lily, t'ai-je dit que Hitler était devenu chancelier dans un cabinet où il ne dispose pas de la majorité? Je suis préoccupé. Certains essaient pourtant de prendre position face à ce spectacle de la politique intérieure allemande, lamentable comme elle fut et comme elle le reste. Mais je ne crois plus qu'il soit possible de venir en aide à la masse. Il y a encore trop de choses à faire. Le peuple est décidément trop inapte aux choses réelles. Dans ce domaine, il est trop bête. L'artiste se voit confronté à l'histoire, au quotidien de l'Allemagne en 1933. On découvre un homme meurtri, souffrant, qui réagit et s'exprime en silence par son travail. Son art se transforme en figuration griffonnée, nerveuse, parfois violente. 245 dessins en cette seule année.
Le 17 mars 1933, son atelier est perquisitionné par les nazis. Klee doit prouver qu'il n'est pas d'origine juive. Le 6 avril 1933. Ma chère Lily, entreprendre quoi que ce soit contre des injures aussi grossières me semble indigne de moi. Même s'il était vrai que je sois juif, cela ne changerait en rien la valeur de ma personne ou de mon œuvre. Un juif ou un étranger ne sont pas nécessairement inférieurs à un Allemand. Je n'ai pas le droit d'abandonner ce point de vue, à moins de m'immortaliser par le ridicule. Le 21 avril, considéré comme incompétent, Klee est congédié du poste de professeur qu'il occupe aux Beaux-Arts de Düsseldorf depuis son départ du Bauhaus. Jour après jour, le gouffre se creuse entre l'homme et ce monde qui bafoue les valeurs humanistes. Comme son ami Kandinsky et beaucoup d'autres, il est montré du doigt. 22 décembre 1933. Cher Félix, je suis maintenant expulsé. Demain soir, très vraisemblablement, je quitterai ces lieux. Puis viendront les beaux jours de Noël, où les carillons tintent dans les têtes enfantines. J'ai quelque peu vieilli au cours de ces dernières semaines, mais je ne veux rien laisser transparaître de mon amertume, ou alors que celle-ci soit tempérée d'humour. 2 jours plus tard, le 24 décembre 1933, humilié, il fuit l'Allemagne pour se réfugier à Berne, en Suisse, son pays natal. 1937. Avec d'autres peintres, Klee est raillé dans des expositions de propagande organisées par les nazis pour dénigrer un art qu'ils définissent comme dégénéré et qu'ils comparent à celui des malades mentaux. Une centaine de ses œuvres sont saisies et retirées des musées allemands. Est-ce moi qui boite, ou bien l'Europe ? Mon cher Kandinsky, l'époque est bien grande. Si seulement elle était un tout petit peu plus petite. Je voudrais tant croire à l'Europe. Pour moi, tout dépend bien sûr de la qualité de mon travail, et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a pu m'empêcher de poursuivre ma voie. J'espère qu'il en est de même pour vous. Berne, 1938. Atteint par une sclérodermie fulgurante, Klee sait qu'il lui reste peu de temps à vivre. Sieste, promenade, travail. Entre douleur et sérénité, ce déclin annoncé libère en lui des forces surhumaines. Visite de Kandinsky, de Braque, de Picasso. Questionné sur son impression, Picasso le situera entre Pascal et Napoléon. Insula Dulcamara. Dans ce paysage soustrait au monde terrestre, comme un équilibre entre passé et avenir, entre insouciance et gravité, une île douce amère, dit le titre. Il ne faut pas s'effrayer que viennent se mêler des éléments moins digestes. Il faut juste espérer que ces choses moins faciles à assimiler ne viennent pas rompre l'équilibre. La vie est de cette manière certainement plus passionnante qu'une vie bourgeoise bien rangée. Chacun pourra, selon son goût, puiser du sucré et du salé dans chacune des coupes. Un homme désemparé fait mine d'ignorer la puissance mortelle et démoniaque symbolisée par un serpent.
des couleurs tendres, printanières, barrées par la dureté de lignes noires en forme de destin. En bas, le chiffre 1, l'unique. Et puis, la sagesse souriante qui enveloppe l'homme de son écharpe cosmique le rassure. Une allégorie abstraite du retour à l'origine. Insula Dulcamara annonce les dernières œuvres. Habité de signes énigmatiques, un autre monde s'impose, symbolique, inquiet et serein. Le poète Heinrich Heine a un jour écrit « Sourire comme si la mort nous chatouillait de sa faux ». « 1939. Afin de se frayer un passage entre ici-bas et au-delà, le peintre se tourne alors vers ces chères figures ailées, une trentaine d'anges dans cette seule année. Certains rient, d'autres pleurent. Qu'elles soient angéliques ou démoniaques, ces figures emblématiques l'accompagneront jusqu'à sa mort. Dans un détachement amusé, ces créatures lui permettent de mettre sa peur à distance, de la transformer en sourire. Elles expriment surtout son état d'esprit du moment, en équilibre entre la vie et la mort. Le diabolique va se fondre avec le céleste. Le dualisme ne sera pas traité en tant que tel, mais dans sa vérité contradictoire. Parallèlement à ces figures aux traits filiformes, il crée une série de personnages dont les membres se désarticulent, dont le corps se désagrège, comme l'époque, comme lui. Comme s'il s'agissait de marionnettes tragiques dont les différents éléments se voyaient soudain dispersés, comme autant de pièces d'un puzzle énigmatique. Dans l'œuvre finale, le pinceau se charge de matière, peint des images schématiques qui vont à l'essentiel. Apparu dès 1935, ce trait large, brut, grossier, presque enfantin, sera la trace de sa dernière expression. Naturellement, je n'arrive pas par hasard dans l'ornière fatale. La plupart de mes travaux le montrent et le proclament. Il est temps. Laissant derrière lui plus de 9000 œuvres, dont la dernière restera inachevée, Paul Klee meurt le 29 juin 1940 à Locarno. En ce monde, nul ne peut me saisir, car je réside aussi bien chez les morts que chez ceux qui ne sont pas nés encore, un peu plus près de la création que de coutume, et pourtant bien trop éloigné encore.